Bonjour YouTube, aujourd'hui petite vidéo sur comment est-ce qu'on fait des couvertures, oui parce que ça fait un moment et je me suis dit quitte à faire ça autant le faire en live, donc j'ai le chat en face. Bonjour à tous le chat, n'hésitez pas à Twitch bien sûr évidemment. On va parler couve mais on va en parler vraiment vite fait parce qu'au final c'est quelque chose que je maîtrise un peu, mais il n'y a pas de règle, mais vraiment pas du tout. C'est à dire que là vous êtes aussi libre dans le car design que dans la couverture, d'accord? Donc là je vous prends un bouquin au pif, ok, on va prendre celui-là. Une couverture, c'est pas ça. D'accord? Ça, c'est pas une couverture. Ok? Je vous le dis hein, tout de suite parce que je sais que vous allez me dire ah, mais ça, c'est. Non. Ça, c'est une quatrième de couverture. Ok? Donc, une couverture, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une couverture. D'accord? Ça. Tout ça. Ok? Pourquoi j'ai parlé de quatrième de couverture? Du coup, on va y venir. On en était là. Donc, alors, une troisième, première, quatrième de couverture, qu'est-ce que c'est au final? Quand vous avez votre couverture, en fait, vous avez un long bandeau, d'accord? C'est ces fameux trucs que vous avez sur vos mangas pour les protéger, justement. C'est vraiment typique au manga, ce genre de choses. Vous en avez aussi pour les magazines. Et donc, vous avez toutes ces parties-là, d'accord? Toc, toc, et toc, ok? Quand vous dépliez votre truc, hein, on est d'accord, vous avez votre personnage ici, voilà, d'accord? Voilà. Donc là, ça fait, c'est le petit visage. Vous avez le numéro du bouquin qui va s'afficher un peu où vous voulez. Vous avez le titre, etc. Et plein d'autres trucs. Et ici, vous avez le dos du bouquin, d'accord? Et c'est là où, en général, vous allez mettre votre synopsis, c'est-à-dire dire ce que vous racontez dans votre bouquin, et notamment une autre illustration que vous pourrez avoir par ici, où vous voulez. Enfin, vous faites un peu ce que vous voulez sur le dos, mais en général, c'est là où vous avez le synopsis. Vous avez aussi le code barre, hein, faut pas oublier tous ces éléments qui sont des éléments obligatoires sur la présentation de votre couverture, etc. Et donc, pourquoi est-ce que je parlais de quatrième de couve? Parce qu'en fait, ça, ici, là, c'est votre première de couve. Et là, vous avez votre quatrième de couve. D'accord? C'est votre visage, c'est votre personnage, c'est là en général où vous faites votre illustration véritable. Hein. Et là, vous me dites, mais du coup, c'est quoi la deuxième et la troisième couve? Eh ben, c'est derrière. Ok? C'est la partie qui est derrière. Derrière cette première page, vous avez la deuxième de couve et ici la troisième de couve. Ok? Dans le manga, vous vous en foutez. En général, la deuxième de couve et la troisième de couve n'existent pas dans le manga. Tout simplement parce que quand vous prenez ça, derrière c'est blanc. D'accord? Par contre, votre troisième de couve et votre quatrième de couve, ça peut éventuellement être ça, donc la partie qui est en dur ici, qui est parfois, ok, différente. Qui est parfois différente de ce que vous avez là. Derrière la couve officielle, vous avez des choses cachées. Voilà. Et souvent, c'est intéressant de retirer justement cette espèce de jaquette pour voir ce qu'il y a derrière. Après, vous avez ce qu'on appelle la tranche, donc qui va se trouver ici, d'accord? Donc la tranche, c'est là. C'est là où, attention, vous avez aussi des obligations ici d'avoir votre numéro, d'avoir le titre, souvent qui est en long comme ça, et vite fait un petit rappel, par exemple, de votre illustration qui est là, ou alors une continuité de votre illustration, comme c'est le cas ici. Hein. Les cheveux de la meuf, par exemple, continuent sur la tranche. Il y a... Voilà, je suis pas très fan. J'aime bien quand la partie qui est là est un dessin indépendant. Et donc sur le rabat ici, c'est souvent là où vous avez une petite annotation de l'auteur en général. C'est ce qu'on appelle un volet, donc c'est une partie autobiographique, voilà, qui peut aussi contenir des petites annotations un peu what the fuck de la part de l'auteur. Bref, où il raconte sa vie. En général, tu as le dessinateur qui parle d'un côté, par exemple ici, et puis le scénariste peut-être qui parle de l'autre. Une fois de plus, donc, comme je disais, je peux pas forcément vous apprendre plus de trucs. Si vous attendez de moi que je vous apprenne comment est-ce qu'on fait une couve, sachez que je peux pas vous l'apprendre parce que c'est des années de dessin, c'est des années d'illustration et je ne suis pas un illustrateur, d'accord? Donc là, vous voyez, là, par exemple, il y a le dos de la couverture qu'on avait. Bon, elle est en anglais parce que je l'ai pas trouvé en français. Là, vous avez la quatrième de couve, n'est-ce pas? Et donc, pour moi, il y a trois types, en fait, de couverture, d'accord, qui peuvent exister dans le manga. Il n'y en a pas que trois, ok, vous allez certainement en imaginer d'autres, etc. Mais pour moi, il n'y en a que trois. La première, c'est la plus répandue selon moi, c'est une couverture où justement vous avez votre personnage qui est en gros, ok, un peu comme celle-là, voilà. Vous avez votre personnage qui s'affiche en gros avec le titre qui, à mon avis, d'accord, à mon humble avis, doit au moins représenter la partie que vous voyez là, d'accord, je vais le mettre en vert. Le titre est là, d'accord. Tout ça, c'est le titre. Ça doit au moins représenter, je pense, quand vous coupez l'image en plusieurs fois,
ok, ça doit au moins représenter 1/5 de l'image. Le titre, pour moi, en termes de taille, doit au moins représenter 1/5 de l'image au minimum, ok. Ça peut être plus gros. Vous prenez par exemple les couvertures de je sais pas moi, autre exemple de couverture, par exemple, donc Prison School, voilà. Vous avez ce genre de couve, où en gros vous avez votre titre qui est en énorme, il fait au moins 3/4 de la couve, et vous avez votre personnage qui est par-dessus, à un point où le titre n'est même plus lisible, tu vois. Mais on sait que c'est Prison School parce que justement vous allez définir une charte graphique et vous allez toujours la respecter de tome en tome, bien sûr. Donc toutes ces couves là, avec un personnage et le titre qui va prendre à peu près 1/5 de la couve, je dirais que c'est, on va dire, une couverture axée sur le héros, d'accord? Avec un S. C'est une couve axée sur le héros, ça est sur un personnage. Il y a ensuite quelque chose que je dirais des couves en cascade, d'accord? Donc en fait vous avez un personnage, ok? Vous avez un autre personnage, et puis un autre personnage en gros, puis un autre personnage, et puis là vous avez genre le héros qui est là, tu vois? Voilà. C'est ce que j'appellerais une couverture en cascade, et vous connaissez ce genre de couverture. Ce genre de couverture, par exemple, ça va être Star Wars, où justement vous avez une cascade de héros. Vous avez le méchant en gros, vous avez l'héroïne, vous avez un peu tous les personnages secondaires, et le titre en bien grand, en général assez centré. Ce genre de couverture là, donc en cascade, sont assez répandues sur tout ce qui va être des œuvres un peu style fantastique, etc., aventure et compagnie. Et il y a donc des troisièmes couvertures. La troisième couverture qu'on va appeler la what the fuck. La what the fuck, globalement, c'est une couverture où en fait il n'y a aucune règle qui s'applique par rapport à ce que je viens de dire. Où par exemple, j'ai déjà connu un bouquin où l'entièreté de la couverture était jaune, d'accord, et le numéro du bouquin, le 1, d'accord, le 1 était en relief. Ce qui était assez bizarre, mais du coup, on reconnaissait les bouquins, et en fait, à chaque fois qu'il faisait un tome, il changeait la couleur. Un coup, ça devenait rouge, un coup, ça devenait autre chose, tu vois. Et t'avais toujours ce chiffre du tome, donc tome 1, tome 2, tome 3, qui était en relief, c'était assez bizarre. Je connais pas du tout le titre de ce bouquin, ça fait des années qu'il est sorti, je saurais pas le dire aujourd'hui comment il s'appelle, mais je l'ai déjà vu et je trouvais ça très original, donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de règles, parce que du coup vous pouvez faire ce que vous voulez avec la troisième typologie de couverture. Je crois qu'on a tout abordé, tout ce que je pouvais savoir, parce que justement, comme je disais, là où moi je vais avoir des lacunes, c'est justement sur la couverture, parce que mon école ne m'a pas assez formé, selon moi, à justement tout ça, à l'illustration, etc. Parce que je sais que dans le monde de l'illustration, quand vous faites une illustration, je le sais, mais je le sais juste de loin, d'accord? Je sais que je ne sais pas, en fait. Mais je sais que par exemple, il y en a qui ont ce qu'on appelle des illustrations en X. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont des illustrations en triangle. D'autres peut-être circulaires, j'en sais rien. J'imagine qu'il y a tout un tas de choses que j'ignore de l'illustration, mais je ne le sais pas. Et il faudrait un jour que je m'y épanche, que j'étudie ça, ou alors que quelqu'un m'explique, ou j'en sais rien, mais pour l'instant, voilà, je ne suis pas... Je suis limité par mes connaissances. Parfaite transition d'ailleurs pour venir à la suite de la vidéo qui consiste à corriger les petites erreurs qui ont été dites jusqu'à maintenant. Parfait, parfait. Donc voici toute notre série de vidéos, hein. Il y a tout un tas de choses à redire par rapport à ça. Dans la vidéo Bible du Monde, rien à dire. Dans la vidéo script, rien à dire. Dans la vidéo écriture des personnages, il y avait quelque chose que je voulais dire. J'ai parlé à un moment donné des héros hybrides en disant ouais, c'est un peu le héros facile. Attention sur les héros hybrides, vous savez, les héros qui sont à moitié leur univers. D'accord, Eren par exemple, il est à moitié titan parce que tu comprends, il vit dans un monde de titans. Ça ne fait pas d'eux des mauvais héros, d'accord? Je voulais venir là-dessus, parce que quand je me suis écouté dans la vidéo, je me suis dit ah, on a l'impression que j'aime pas ce genre de héros. C'est faux, j'aime bien ce genre de héros, il marche. En fait, il marche quasiment à tous les coups. C'est juste un peu facile, vous voyez, mais ce ne sont pas des mauvais héros. Ça, c'est une première chose que je voulais corriger. Aussi, dans l'écriture des héros, il y avait un truc qu'on avait vu. Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais fait un schéma, justement, où il y avait le mentor, il y avait le héros, d'accord, il y avait ici le rival, ok, et puis le bad guy, et puis il y avait la terre, là, d'accord. Donc le méchant, ok, ça c'est le méchant. Le mentor forme le héros se découvre un rival, le rival est séduit par le côté du méchant, et globalement le héros et le grand méchant sont en conflit pour sauvegarder la Terre, n'est-ce pas? La paix en général, c'est plus ou moins le schéma classique. Il y a un petit truc qu'on a oublié de dire dans cette vidéo, c'est que dans tout ça, d'accord, dans tout ça, vous avez normalement un lien de parenté, enfin normalement, alors c'est pas obligé, d'accord, c'est un peu gadget, mais vous avez des liens de parenté entre tout ça.
Par exemple, on parlait de Star Wars justement tout à l'heure, ça tombe bien, dans Star Wars, il se trouve que, en fait, le bad guy, hein, dans le dernier, je parle à celui avec la meuf, en fait, a un lien de parenté avec le héros, hein. Et ne me dites pas que je vous ai spoil, parce que si vous n'avez pas vu les derniers Star Wars, c'est que vous êtes franchement à la traîne. Ensuite, et c'est pareil d'ailleurs pour les rivaux, en fait, en fait, c'est peut-être le frère du héros, c'est pour ça qu'ils sont rivaux, tu vois. Et en fait, créer ce lien de parenté, ça permet de dire à ton lecteur, tu vois, mon héros, il est le héros parce que justement, les ennemis qui mettent en danger l'univers sont de sa famille, tu vois. Donc il n'est pas là pour rien, ça justifie sa position, ça justifie sa place. Et ça appuie le fait que tu as pris le bon héros pour raconter ton histoire. Même si dans le fond, ce n'est qu'un artifice, clairement. Dans la note d'intention, le genre... Alors oui, le genre, le genre, évidemment, il y avait une faute dans le genre. Enfin, une faute. J'ai dit que j'étais pas sûr pour le fantastique, etc. Voilà, vous m'avez bien rattrapé. Oui, le fantastique est un genre qu'on trouve quand la magie se déroule dans notre monde. Et le fantasy est un genre qui a lieu quand la magie se déroule dans un monde fictif. Voilà. J'avais oublié ça. Mais à culpa, hein. Mais de toute façon, je vous avais dit que j'étais pas trop sûr de ce que j'avais dit, et forcément, vous m'avez bien rattrapé dans les commentaires. Donc, le contexte, c'est bon, le contexte et pitch, c'est bon. J'ai quelque chose à redire sur la vidéo du moment à choisir. Il y a un moment qui est important pour moi dans votre bouquin. Vous allez prendre une vingtaine de planches, ok? C'est ça, le moment à choisir. C'est que vous allez choisir une scène. J'ai pas trop parlé de scène, mais c'est une scène, c'est ça le nom, d'accord? Votre scène... Ça peut être intéressant d'avoir justement votre héros qui va dire à haute voix son but. À haute voix, d'accord? C'est important parce que ça permet de mettre les points sur les i sur là où vous allez avec votre œuvre, d'accord? Donc ça peut être intéressant dans vos 20 plans, justement, dans ce fameux moment à choisir. Ça peut être vachement intéressant d'avoir justement le héros qui dit son but à haute voix afin que votre lecteur, quand il va lire vos planches, il va se dire « Ah ok, je vois où il veut aller, je vois ce qu'il veut, tu vois. » Je vois le but final de l'œuvre. Donc sinon, storyboard, rien à dire, ça, rien à dire. Alors oui, dans la tuto cleanage, dans les commentaires, apparemment, il y a quelqu'un qui a la solution pour la technique finale de cleanage. Là, vous savez, quand on récupère juste le line. Apparemment, il a la technique sur Clip & Studio. J'avoue que j'ai toujours pas testé, parce que c'est une technique que je n'utilise plus aujourd'hui. À vérifier si ça fonctionne. Les lignes éditoriales, tiens, quelque chose à dire. Alors ça, c'est tout récent. Vous voyez, finalement, j'avais raison. Quand je vous disais que potentiellement Kana pouvait publier quelqu'un dernièrement, ils viennent de le faire à l'instant, d'accord? Cette semaine, on a annoncé 2 auteurs qui ont signé chez Kana. J'ai commencé à me renseigner un petit peu autour de moi. Il s'avère que ce serait vraiment lié à Kana pour l'instant, même s'il y a un mieux actuellement dans le monde de l'édition, d'accord? On verra si Kiyun va refaire un tremplin Kiyun. Je sais pas, j'ai pas l'impression, mais on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et voilà, mais globalement, on commence à sortir de cette mentalité Covid où en gros aujourd'hui, les contrats ça se signe. Enfin, pendant le Covid ça se signait pas du tout. Et là aujourd'hui on a déjà 2 auteurs qui ont signé en une semaine. Franchement c'est top. Donc ça c'est cool. Ça bouge un peu côté éditeur. Au niveau de la revue générale, si, il y a quelque chose à dire au niveau de la revue générale, c'est-à-dire, je vous ai parlé du sens interdit, d'accord? Le fameux sens interdit, nous serons tous des sens interdits. Quelqu'un m'a dit quelque chose d'intéressant dans les commentaires. Il m'a dit ouais mais moi j'aurais pas besoin de mettre un sens interdit parce que mes planches seront en sens français. Et on n'a pas du tout parlé du sens français dans ces vidéos. C'est vrai, tout simplement parce qu'en fait, pour moi dans ma tête, vraiment si tu fais un manga tu le fais dans le sens japonais. Tu n'es pas obligé. C'est pas une règle absolue. Tu peux le faire en sens français en fait. C'est pas interdit. Mais c'est extrêmement discriminé par les lecteurs. Il y a des gens qui n'achètent pas votre manga parce qu'il est en sens français. Donc attention à ça. N'oubliez pas que votre lectorat, les gens, il a 15 ans, d'accord? Votre lectorat, c'est des gens qui sont ultra parfois, mais je suis désolé de le dire, mais c'est des gamins, d'accord? C'est des gens immatures, c'est des débiles, ok? Et j'en connais quelques-uns qui te font des réflexions vraiment à la con, notamment grâce à mes vidéos, par exemple, hein, j'ai eu des réflexions vraiment à la con, parce que je sais que le mec c'est un gamin. Et donc, il faut pas oublier que vous aurez un type de lectorat qui va juste pas lire votre truc parce que c'est pas dans le bon sens français, et donc c'est pas vraiment du manga, tu comprends? Il y en a, ça existe, et ça fait partie de tes clients. En fait, c'est tes clients.
Sur les cas design, rien à dire. Sur la réalisation de la couverture, nous venons de le faire. Et sur les petits détails, nous avons terminé. Sur ce, c'était un plaisir de faire cette vidéo. J'aimerais terminer cette vidéo sur ceci. Donc c'est quelque chose que je voulais dire à la toute fin. Tout ce que j'ai dit là, tout ça, là, d'accord, tout ça, c'est ma vision de comment est-ce qu'on fait un dossier, d'accord? C'est ma vision de comment est-ce qu'on fait un dossier, puisque bah c'est comme ça que moi je le ferai, et il y en a qui le font autrement, et je vous rappelle que j'ai vu passer des BD, d'accord, des projets BD qui sont mais claqués, éclatés au sol, nul sur 20, et ces dossiers sont passés, d'accord? Ils ont aujourd'hui des contrats alors qu'il y avait zéro, il n'y avait rien. C'est-à-dire que là, je vous ai appris à faire le meilleur dossier. Mais les dossiers les plus nuls peuvent éventuellement aussi trouver preneur. D'accord? Par exemple, j'estime que le dossier que j'aurais pu signer chez Kana sur l'unité 0 était nul. Clairement, je me suis pas attelé, j'ai pas rendu le truc graphique. C'était pas... Il y avait trop de texte, pas assez d'images. Les chara design auraient pu être plus poussés, il y aurait pu en avoir plus. Voilà, toutes ces choses-là, même en illustration, c'était léger. Hein. Et on a vraiment fait un projet light qui n'était pas forcément top. Et pourtant, on aurait pu aller jusqu'à la signature du contrat, mais on ne l'a pas fait à cause des soucis de scénario que vous connaissez peut-être sur cette chaîne. Bref, tout ça pour dire, des dossiers nuls peuvent passer. Et nous avons fini sur cette série de vidéos. J'annonce aussi que cette série de vidéos annonce aussi la fin de cette chaîne YouTube, mesdames, messieurs. Oui, je sais qu'il me reste un épisode de Bad Cop à faire, Good Cop, Bad Cop, là, mais quand mon collègue reviendra, on la fera. Et globalement, je pense qu'il n'y aura plus de vidéos sur cette chaîne. Donc cette chaîne va devenir maintenant une chaîne archive. Voilà. Sur ce, peut-être que je referai une vidéo de temps en temps, mais ce sera vraiment ponctuel. Il faudra plus du tout espérer quoi que ce soit. Sur ce, merci, à plus, et on se retrouve sur Twitch maintenant, puisque j'ai repris les lives. Au revoir.